président du PDCI RDA, Tidjane Thiam, au Maroc. La 10e édition du rendez-vous de Casablanca de l'assurance a ouvert ses portes le mercredi 17 avril dernier. Cet événement organisé par la Fédération marocaine de l'assurance FMA sous le haut patronage du roi Mohamed VI est placé sous le thème « Quelle assurance dans un monde d'incertitude ». L'événement a réuni toutes les sommités du secteur des assurances en Afrique. Au nombre des nombreux experts venus partager leur expérience, Tidjane Thiam, président du PDCI RDA, sa communication a porté sur le thème « Perspectives économiques et évolution de la société africaine, défis et opportunités pour les assurances du continent ». Tidjane Thiam a présenté tous les volets de l'assurance et relevé son importance dans la société. Le président du PDCI RDA a exprimé sa reconnaissance aux organisateurs qui l'ont invité à cet événement au Maroc. L'autre point dont je voudrais parler, c'est vraiment plus la retraite et l'épargne. Parce qu'un des métiers corps de notre industrie, c'est bien d'investir et gérer pour le compte de tiers. Et vous pouvez regarder à peu près partout, l'assurance vie, définie au sens large, donc en incluant la gestion d'actifs, asset management, croît plus vite que le PIB. Et vraiment, c'est un point, moi, qui me tient à cœur. Je crois qu'un des problèmes des économies africaines, c'est qu'elles manquent d'equity capital. Vraiment, il y a un manque fondamental d'equity. Et on dit fonds propres en français, mais c'est pas la même chose. Enfin, c'est techniquement la même chose, mais je pense que on est tous habitués à pratiquer ces termes-là. Equity, donc je vais utiliser equity plutôt que fonds propres. C'est vraiment l'opposé de la dette. Et je crois que le premier fournisseur d'equity capital dans toutes les économies que je connais, en fait, c'est l'industrie de l'assurance, à travers l'épargne à long terme, qu'on traduit ensuite en investissement. Et si vous regardez, bon, je parle de Prudential, mais Prudential a été créé en 1848, et quand je partais, Prudential était le premier investisseur sur la bourse de Londres. Il va y avoir 3% de la bourse de Londres en market cap à peu près, et donc des participations dans absolument tous les secteurs de l'économie, dans l'equity. Equity. On a tendance, parce qu'il y a une insuffisance de capital en Afrique, à aller tout de suite vers la dette. La dette doit venir après l'equity, pas avant. Et si vous regardez, j'essaie d'expliquer à tous les gens que tout l'argent qui est dans l'économie américaine, c'est l'argent des fonds de pension. On dit BlackRock, il gère l'argent des fonds de pension. PIMCO, il gère l'argent des fonds de pension. Ils passent leur temps à aller voir les fonds de pension dans tous les États américains, les pompiers de l'Idaho, les machins, pour rassembler. C'est ça qui fait les trillions de dollars. Et donc, moi, j'ai regardé ça d'assez près. Silicon Valley, si vous prenez Silicon Valley, qui est quand même le moteur de la création de valeur, de la création de richesse dans l'économie américaine, c'est d'abord l'argent des fonds de pension qui financent Silicon Valley. Donc, il y a vraiment une misconception. Les gens pensent que ce sont les banques qui financent l'économie. Ils financent l'investissement. Absolument pas. Les banques ont des contraintes en capital qui font qu'elles peuvent prêter un peu, mais elles ne vont jamais financer la croissance à long terme. Et donc, dans les économies africaines, c'est un chaînon manquant dans le système. Je veux dire, on a la démographie pour le faire, on a les besoins en investissement pour le faire, et en plus, on peut générer des retours extrêmement élevés. Parce que dans la phase de développement où nous sommes, si on package les bons produits, on peut offrir à des... Bon, tout à l'heure, je crois que les gens parlaient de risk return. On peut offrir à des épargnants, sur le long terme, un risk return qui est très attractif. Ceux qui, parmi vous, sont allés à Abidjan ont peut-être vu qu'il y a un grand pont, le 3e pont, sur Riviera Marcory. Ça, c'est un projet sur lequel j'ai passé personnellement plus de 5 ans. Et on l'avait bouclé en décembre 99. Avant qu'il y ait le coup d'État, les travaux avaient commencé, on avait posé la première pierre. Mais le point intéressant, c'est que je n'arrivais pas à boucler l'equity du projet. Quand vous voulez de la dette, il y en a toujours. Les marchés financiers fonctionnent de telle façon que la dette, c'est facile. Parce que c'est moins risqué, il y a une surabondance de capital. Ce qui est difficile, c'est de trouver de l'equity, qui vous permet ensuite de vous leverager pour faire le projet. Et j'étais allé voir, il se trouve bizarrement, parce que les États francophones, malheureusement, sont dans des systèmes de retraite par répartition, pour l'essentiel, ce qui fait que ce point n'est pas compris. Et il y avait une bizarrerie, c'était que l'armée avait un fonds de pension en Côte d'Ivoire. Donc j'étais allé voir le général Koulibaly qui dirigeait le fonds de pension de l'armée, et je lui ai vendu mon projet de pont à péage en disant voilà le projet qui va payer les retraites de vos militaires, et vous pourrez donc leur expliquer ça. Et c'est un homme
ouvert et il avait accepté. Donc c'était très bizarre parce qu'on avait réuni tous les financiers au dernier étage de la BAD à Abidjan, la Banque africaine de développement. Et il y avait un général en uniforme et personne ne comprenait ce que le général faisait à la signature des accords de financement. Mais c'était exactement une des fonctions, pour moi, essentielles de l'assurance. Dans un continent où on a cette démographie qui est potentiellement un problème futur, où on a des opportunités d'investissement avec des retours très, très, très élevés. Moi, un des projets que j'ai fait qui a eu le plus de rentabilité, c'est qu'on a fait l'interconnexion Côte d'Ivoire-Mali. En Côte d'Ivoire, on avait de l'électricité, de l'autre côté de la frontière, c'était le noir. Et donc, juste tirer cette ligne, les retours étaient des retours à 3 chiffres. Donc, on peut vraiment rentrer dans des cercles vertueux où on va, faire des investissements de haute qualité. On a parlé aussi de ESG tout à l'heure, on a parlé de solaire, on a parlé d'énergie éolienne. On peut développer tout cela, ce qui est pour le plus grand bénéfice des économies africaines, préparer l'avenir en fournissant des retraites aux futurs retraités africains et éviter de tomber dans le problème de la dette. Parce que cette dette, vous finissez par emprunter en monnaie étrangère avec un risque de change important pour des projets qui souvent n'ont que des recettes en monnaie locale. Et je dirais le dernier point, c'est que je pense qu'on ne peut vraiment pas avoir de vrai développement sans investisseurs institutionnels en monnaie locale. On ne peut pas avoir de vrai développement sans investisseurs institutionnels en monnaie locale. Il faut absolument, et ça ce sont les compagnies d'assurance qui vont être les premières, il faut donc absolument encourager, utiliser la phase de la démographie dans laquelle on est pour accumuler du capital. Il faut que les sociétés d'assurance soient positionnées pour gérer ce capital et l'investir dans l'économie. Et il faut aussi donc en profiter pour créer des marchés locaux de capitaux. Ça, c'est quelque chose qui est bien compris au Maroc. Je crois qu'ici, à Casablanca, il y a une bourse très active, mais c'est aussi un élément indispensable pour le développement il y a des aberrations. Vous avez une firme comme Paystack, peut-être vous en avez entendu parler. Paystack, c'est une boîte qui a été créée, digitale, de paiement, qui a été créée par un jeune Nigérian il y a peut-être 6-7 ans. Alors, il n'arrivait pas à trouver de financement. Vous savez qui l'a financé? Il a trouvé son financement à Silicon Valley. Pour une start-up qui est à Lagos, qui ne travaille qu'au Nigeria et qui est complètement locale. Et ça, c'est vraiment une aberration. Le fait que les entrepreneurs dynamiques n'arrivent pas à se financer, qu'il n'y ait pas de solution de financement raisonnable dans leur propre économie, ce n'est pas normal. Et juste pour la petite histoire, il a vendu sa boîte à Stripe après 5 ans pour 250 millions de dollars. Donc les gens qui ont investi 100 000 dollars d'equity là-dedans, ils ont eu un bon retour. Donc quand je parle de retour absolument exceptionnel, je parle de ce genre de choses. On a en Afrique des opportunités de générer ce genre de croissance explosive et de retour. Et je crois que c'est une mission très noble pour les investisseurs et les compagnies d'assurance de participer à cela. Donc vraiment, je prêche pour que ce soit compris, pour qu'on développe une vraie equity culture, qui est pour moi le caractère distinctif de l'économie américaine. Moi, je peux rattacher tout le succès de l'économie américaine à l'abondance de l'equity capital. Et tous ces venture capitalistes, et KKR, tous ces gens-là, ils prennent leur argent dans les fonds de pension. Et ensuite l'investissent à long terme dans l'économie américaine avec une vraie prise de risque. Parce que le problème de la dette, c'est qu'il n'y a pas de partage des risques et que quand les choses vont mal, vous êtes étranglé parce que la dette, il faut la payer. Voilà. Et donc pour moi, l'equity capital sera toujours supérieur à debt capital. En tout cas, en termes de préférence et d'appétit. Et je dis, c'est un sujet sur lequel les entreprises d'assurance ont vraiment beaucoup à faire. Donc voilà un peu, moi pour résumer, je crois que sur tout ce qui est risque pur, gestion des risques, protection des biens, il y a d'énormes opportunités de croissance parce qu'on voit bien que l'Afrique a une croissance économique très très forte, tirée par la démographie, tirée par les entrants dans la classe moyenne. Une mauvaise plaisanterie que je faisais, c'est que j'aimais bien servir la classe moyenne asiatique parce que le gâteau croissait plus vite que notre capacité à manger du gâteau. Parce que vous avez des nouveaux entrants. C'est un marché qui est en expansion constante et en fait vous êtes en train de courir parce que vous avez une boîte qui a une capacité limitée et en fait l'économie génère tellement de nouveaux entrants dans la classe moyenne que vous pouvez croître
et la pénétration baisse. Parce qu'il y a eu tellement de nouveaux entrants que malgré tous vos efforts, vous n'arrivez pas à faire accroître la pénétration. Donc ça, c'est des marchés uniques. Je pense qu'en Afrique, on a des opportunités de ce genre. Bon, bien sûr, l'Afrique est diverse. Il y a des pays comme le Maroc qui marchent très bien. Il y a d'autres pays qui marchent moins bien. Mais quand on me dit ça, moi je dis, écoutez, en Europe, il y a la Suède et puis il y a la Serbie. Personne ne dit, ou la Croatie, sans insulter personne, mais personne ne dit je ne vais pas aller en Europe parce qu'il y a la Serbie. Donc je demande simplement que les gens fassent preuve de discernement quand ils regardent les marchés africains et qu'ils acceptent que dans toute zone géographique, il y a des pays qui marchent très bien, des pays qui marchent moins bien, mais que dans l'ensemble, il y a une dynamique qui est positive et qu'on espère que la contagion va aller des pays qui marchent bien vers les pays qui marchent moins bien plutôt que des pays qui marchent moins bien vers les pays qui marchent bien. Donc, moi, je suis optimiste, donc je crois plutôt au premier cas. C'est-à-dire que les pays qui marchent bien tirent les autres vers le haut. Et je vais encore faire un compliment au Maroc. Je crois que le Maroc joue ce rôle en Afrique. Quand on voit ce que le Maroc fait en Afrique subsaharienne, c'est exactement ça. C'est bâtir sur ses forces, ses succès, pour ensuite exporter du savoir-faire, du capital vers d'autres pays africains. Et je crois aussi que les mieux placés pour investir en Afrique sont les Africains. Et je dis souvent, en tout cas aux chefs d'État qui m'écoutent, comme le président Kagame, que s'ils font du 80-20, ils doivent passer 80% de leur temps à parler aux entreprises domestiques, pas aux entreprises internationales. Parce que plus vous aurez d'entreprises domestiques prospères, plus la probabilité que des entreprises internationales investissent chez vous sera élevée. Vous aurez du mal à attirer des investisseurs étrangers de qualité si vous n'avez pas un tissu prospère d'entreprises nationales. Et toutes les choses qui font que vos entreprises nationales vont marcher sont les mêmes choses qui feront qu'une entreprise étrangère qui investit va pouvoir opérer de façon profitable. Donc tout ça moi je pense, est cohérent. L'assurance, c'était un peu mon point d'entrée, a un rôle absolument essentiel à jouer dans le processus que je décris là, pour la protection des biens et des personnes, et aussi pour l'accumulation d'épargne de qualité et la formation d'equity capital qui va supporter elle-même la formation d'entreprises à succès. Voilà, donc je suis très heureux d'avoir pu participer à cet événement. Quand je vois l'essor de l'assurance de succès de cet événement, ça me rend optimiste parce que je crois qu'on peut vraiment mesurer le degré de sophistication et de développement d'une économie et d'une société à la place que occupe l'assurance dans cette économie ou dans cette société. Et donc je considère votre présence nombreuse ici et de qualité comme une raison d'être optimiste sur l'Afrique, parce que ça veut dire que ce message est en train de passer, qu'il est bien compris, et que donc ça crée des perspectives positives pour l'économie africaine.